Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je suis en retard. Je suis en retard, je sais. Fais ce qu'on peut. J'espère que vous allez bien. Salut Crick, salut Doc Jackal, salut Psychofox, Drallers, Volinari, Sonic Rocket, Shura PLH, Gédéon Vanille, Almond Squee, Ectelion, Gaori, Dweeps, Brazehammer, Kenny, Bloodraven, Lazy Touchous, Talvion, Lexcala, Euh, Anto, McMuffin, Elfie, Wildcat, Yorkshire Torp, Giant, Kuhn. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche. J'ai eu une journée de merde, mais j'ai la pêche. Comme quoi. Salut Simon. Salut Xato. Salut Val Jagger. Donc, bien rentré du Luxembourg hier. Il y a de plus en plus de pseudos à saluer. Bah, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, Dwips, pour le resub Prime pour les 7 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Télion également, qui a sub en début de stream pour le 6 mois de tier 1. Merci beaucoup à Crix aussi pour les 6 mois de tier 1. Merci à Brazehammer qui a sub il y a 4 heures. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Salut Aléric. Simon, tu crevais, j'ai des copies à corriger. Ça m'arrangerait que tu sois pas trop intéressant ce soir. Ah, bah. Ça dépend ce que tu appelles intéressant, Simon, hein. Moi, après, je vais parler de mes trucs, et puis après, voilà, hein, tu verras. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que tout va bien pour vous? Moi, je me suis fait fracasser mon vélo aujourd'hui, donc c'était un peu chiant. Mais bon, c'est des petits tracas, quoi, qu'il faut gérer. Mais à part ça, ça va. C'est juste, ça prend du temps que j'ai pas, donc ça prend du temps. Mais sinon, j'ai eu un petit meeting juste avant, enfin, un meeting. Et prendre un verre avec Manoé. On a parlé de plein de choses hyper intéressantes pour le futur du hobby en France. Plein de bonnes choses qui se profilent. Et plein de bonnes choses qui vont vous plaire. Donc en fait, j'ai la pêche finalement, hein. Malgré une journée qui a mal commencé, j'ai la pêche. Donc très cool. Et puis le week-end était très très bien. Brazamer qui dit week-end au top, les lutins ont géré l'organisation de la L2 Nord-Ouest comme des boss, des super games, vraiment au top. Bah tant mieux. En général, c'est toujours très bien chez les lutins. Toujours très très bien chez les lutins. J'en profite, si vous avez les résultats L2, L3, NO, n'hésitez pas à me les envoyer, je les ai pas là, et je me suis dit que j'allais compter sur vous. Je vous fais travailler un peu. N'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Discord ou quelque part sur Discord. Comme ça, on peut en parler. Je crois que c'est les poètes qui ont gagné la L2. Il me semble que j'ai vu l'info passer quelque part. Je me trompe peut-être. Mais bon, de toute façon, on débriefera. On va débriefer si jamais j'ai les infos. Je suis sûr que l'un d'entre vous me les enverra. Et on débriefera le luxe, bien sûr, Luxembourg, où on était ce week-end. Avec beaucoup de gens, beaucoup de Français. Il y avait beaucoup d'Allemands aussi. Il y a eu plein de gens du stream. J'ai rencontré plein de gens qui sont dans le chat régulièrement. Donc bonjour à vous. C'était très, 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 très cool de vous rencontrer. Le seul problème, c'est qu'en team, je cours toujours partout. Donc, j'ai pas assez de temps. J'aimerais avoir plus de temps pour discuter avec vous. Mais en plus, comme je fais les pairings et je joue, c'est toujours compliqué. Mais je suis content d'avoir pu quand même échanger quelques mots avec vous. C'était très, 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 très sympa. Donc, faut pas hésiter à venir me voir. Ça fait toujours très plaisir de discuter avec vous. Première game Spirit gagnée par mon fils de 10 ans en tournoi ce week-end. Exceptionnel. 10 ans. Putain, si tôt, si tôt. Très très beau, Touchous. Sixième sur 10, excellent, hein. Ah là là, il va casser des culs bientôt, hein. Très très beau, hein. Grosse félicitations aux jeunes de 10 ans. Je me prépare pour mon premier tournoi en janvier, format 2-4 Sigmar. Le seul truc qui me rassure pas, c'est que je peux tomber sur un joueur suisse qui a fait les Worlds. En première ronde, une chance sur 11, mais j'ai hâte. Bah, c'est pas grave, en fait. Tu vas passer une bonne game. L'important, c'est quand même d'apprendre et de kiffer la game. Donc, c'est pas une mauvaise chose, hein. En général, les bons joueurs vous font passer des bonnes games aussi. Donc, en général, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent le cas. Donc, c'est bien aussi. Petite deuxième place sur 26 en tournoi avec mes Caradrons. Trop bien, Astaro. Trop stylé. Salut Cruline, salut La Gauche.
Salut EP, EPW et Ridgor. T'as croisé masse des gens du stream? Bah ouais, il y avait plein de gens. C'était trop bien. Salut Lex. Ah, la deuxième Lex. Parce que je crois qu'il y a Lex Kala et Lex le Silex et ce ne sont pas les mêmes personnes, je crois. Donc il y a deux Lex différents sur le chat. Et voilà, sinon, deux Lex. Mais est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que c'est normal que vous ayez le même début de pseudo? J'imagine que vous vous connaissez. Victoire des poètes en L2 ce week-end et game très chouette contre Brazehammer. Ah, bah deux personnes dans le chat qui se sont affrontées. Exceptionnel. C'est un hasard, on se connaît pas. Ah, c'est beau, hein. Joli hasard. On est tous des gens sympas en Suisse, j'en doute pas. Bah, je voulais des... Alors, attendez, je regardais parce que j'ai des trucs sur Discord. Si j'ai des infos comme ça, je peux commencer par parler de la L2 et de la L3. Alors... J'ai reçu de Anto, j'ai reçu de... Oh putain, de Val Jagger. Merci beaucoup de m'avoir envoyé les choses. Il y a l'Eric aussi qui m'a envoyé. En tout cas, j'ai les résultats, a priori. Donc on va pouvoir débrief. Je vais ouvrir ça. Hop. Alors. Tac. Bougez pas, j'arrive, j'ai rien préparé parce que je vous cache pas que je suis rentré de mon rendez-vous et j'ai allumé le stream, j'ai lancé le stream, j'ai mangé en 2 minutes, donc j'ai rien préparé, mais ça arrive. Donc là, c'est la L3. Hop, et ça, c'est la L2. Est-ce que je rouvre les listes peut-être? Hop. Est-ce que j'ai les listes qui traînent quelque part? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ah si, je les avais pas effacées du dernier stream. Incroyable. Et hop. Voilà. Vous voyez rien, c'est normal, pas d'inquiétude. Qu'est-ce que vous dites? Un collègue de la médiathèque qui est parti de l'orga, dommage qu'il n'y a pas de raclette en fin de journée. Ça, j'avoue que c'est dommage. La raclette en fin de journée, c'est excellent. L'ex-société, c'était mon nom de scène de mon groupe de musique. Trop bien. Ah là là, les coïncidences, c'est fou. Chez les autres orgas, j'aurais bien aimé la faire, mais la salle ne le permet pas. On va faire un autre tournoi en mars dans une autre salle et ça devrait se faire la raclette. C'est exceptionnel. Faut m'inviter. Moi, je viens que pour la raclette. On recommence l'organisation de tournoi, donc on se cherche aussi un petit peu. Bah, c'est bien. Bon, alors. Est-ce que là, on voit quelque chose? Oui, alors c'est tout petit. Donc, ça, c'est la L3 Nord-Ouest. Donc, on voit que les Deluminati ont gagné et Queen Hammer deuxième. Hein. Le cœur Queen Hammer, le sang. Un peu triste qu'ils aient fait deuxième, mais bel effort, nonobstant, bel effort. Très bel effort de Queen Hammer. Armor and Hammer qui font troisième, l'Art de la Chance quatrième, OKLM cinquième et Zinzuler sixième. Mais il n'y a pas tant... Enfin si, j'allais dire il n'y a pas tant d'écart, mais il y a quand même l'écart. Hein, 34 points, c'est pas mal. Mais c'est assez... Il y a des écarts plutôt réguliers entre les équipes, en fait. C'est très... c'est... Il n'y a pas, genre, par exemple, un qui est beaucoup devant, un peloton au milieu, et un qui est tout en bas. Donc, en fait, à mon avis, les insuleurs n'ont pas démérité du tout. Ces équipes de 6, donc il y a un capping, j'imagine, à 6, ça fait 120. Il y a un capping à 100, à 20 et 100, j'imagine. Un truc comme ça, je pense. Et du coup, il n'y a pas eu de cap, ce qui est toujours appréciable. 0 list mettant en Queen Hammer, bah le sang Queen Hammer. Déjà le nom de base. Capping à 90. Ok, bah il n'y a pas eu de capping. Donc c'est beau.
Donc ça veut dire que ça a bagarré sévère, hein. Et moyenne à 60. Donc en fait, vous voyez que même les Deluminati qui ont gagné, bah, ils gagnent toutes les rondes, hein, donc bravo à eux déjà. Mais aussi, ils gagnent pas non plus d'énormément, hein. Ils gagnent de 13, de 12, de 17, de 13 et là de 21. Donc on voit quand même que bah, ça c'est bataillé sévère, hein. C'est très stylé, hein. Queen Hammer, c'est la réserve des poètes. Ah, ok, ok. T'es le bienvenu en Suisse, on vous accueillera avec la vraie raclette. Bah, avec plaisir, hein. On verra quand c'est, hein. Bah, ça a dû bien se bagarrer en L3. J'espère que vous avez passé un bon tournoi, mais au vu des résultats, je pense que tout le monde a dû passer un bon tournoi parce que même si tu regardes les insuleurs qui ont été en dessous, hein, ce sont les derniers, bah, ils se sont quand même défendus, hein. Parce que là, ils se font 15 points en dessous du cap, là, ils font 2 points en dessous du cap à rien de gagner, là, ils font 17 points en dessous du cap, 14 points en dessous du cap, et là, ils gagnent leur dernière ronde, hein. Donc, faut pas croire, hein, tout le monde s'est battu, hein. Très, très stylé, hein. En vrai, la L3 là, ça pourrait être un exemple de niveau homogène, hein, je trouve. Et là, du coup, les Deluminati ils vont peut-être monter en L2 et du coup, ils vont redémarrer à un nouveau niveau. C'est très cool de voir une Ligue 3 qui est moi, je trouve elle a l'air relativement équilibrée. Il y a de la guerre. Donc, ça a eu l'air très sympa comme tournoi. On va regarder vite fait les listes des Deluminati, mais il me semble que c'était des listes très énervées, hein. De mémoire, c'est ça, c'était les premières listes. C'était des listes très énervées avec Night Taunt, OBR, Morgastar, Sky, Web. Les Harbingers qui ont dû taffer, hein. Comme je disais, hein, les Harbingers, c'est pas mauvais, c'est juste c'est une unité de joueurs, donc faut pas faire nimp avec. Donc j'imagine qu'il s'en est bien sorti. Unis Dench, donc Dench est très fort, il n'y a pas de sujet. Unis Bellacore, très bon Bellacore. On va en reparler quand on parlera du Luxembourg. Donc très cool. Skaven avec beaucoup de rattling. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est très bon. Et Seraphon. Donc, non, des listes énervées. Je vais juste retourner voir les listes de Queen Hammer, qui était l'équipe du cœur. Queen Hammer, ah là, on avait une liste Seraphon plutôt énervée quand même, hein, la liste. On avait une liste Cities avec qu'un seul pack de Hammerer, donc je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est du beau jeu, un seul pack de Hammerer. C'est du beau jeu parce que en vrai, c'est pas. Les cavaliers sont bons, hein. Enfin, sont bons. C'est particulier parce que c'est quand même 15 PV. Donc là, c'est 30 PV save à 3 qui bouge de 10, hein. Donc c'est pas mauvais, hein. Là, on a 60 PV save à 3 qui bouge de 10, mais ça tape pas très fort. Donc faut vraiment. Grosso modo, toute la liste tape pas très fort. Enfin, remarque la mort, ça va, ça tape un peu. Mais la liste, c'est pas non plus de la brute de dégâts, quoi. Vous avez pas de Death Star, vous avez pas quelque chose qui tape extrêmement fort. Donc, par contre, ça tank plutôt fort comme liste. Donc, faut quand même savoir jouer autour. Et après, si c'est bien placé sur les bons scénars, c'est quand même très bon, hein. Vous avez une liste STD Bellacore, bon, plutôt classique. Il y a une petite variation Sphyranx, mais c'est très classique. Vous avez une liste Idonet avec Volturnus et un Eidolon de la mer. Donc là, très surprenant. Quel est son save à 2? C'est quoi qui donne le plus 1? C'est le 3 plus c'est le 3 plus du Warfo, du Warforger. Ah, de toute façon, ça tank, hein. Après, c'est un 3 plus, hein, ça peut se louper, mais il me semble que c'est un 3 plus, de mémoire. Du coup, Aidon de la merde, c'est assez stylé de le voir. Et puis une liste Oruk, hein. Et une liste Sylvanette. En vrai, les Queen Hammer, pas démérité du tout, hein. De toute façon, aucune équipe a démérité. Franchement, vous regardez, hein, les derniers, en fait, ils s'en sortent quand même, hein. Ils se sont jamais fait cap, et de loin, hein. Là, ils sont à 13 points du cap, hein. Ils sont pas proches de se faire caper, hein. Ils sont très loin du cap, hein. Donc, non, ça s'est bien bagarré. Ça devait être une très belle étape. Pardon. Ça a dû très bien se bagarrer.
Et j'espère que l'ambiance était bonne, mais j'ai pas trop de doutes là-dessus. En général, au Nord-Ouest, l'ambiance est toujours très bonne. Donc, ça doit être un tournoi très, très appréciable. Et il y a eu des hauts et des bas, hein. Par exemple, on voit qu'au KLM, ils ont démarré avec le pire score de toutes les rondes. Et derrière, ils ont quand même été grattés une victoire, petite défaite, et après des toutes petites défaites, hein, voire c'est quasiment des égalités, hein. Donc, il y avait quand même eu des ascenseurs émotionnels. Les premiers, ils ont dominé tout le tournoi, mais ils couraient pas énormément devant. Ils ont dominé légèrement tout le tournoi. Donc, c'est quand même. Et puis la finale, ça, c'était une vraie finale, hein. Queen Yammer d'Illuminati. Là, si on regarde le parcours, les Queen Yammer étaient un peu en deçà en termes de points, mais pas tant. Ils pouvaient rattraper et remonter, hein. Si le score était inversé, il est passé devant, je pense. Quelque chose comme ça, hein. Donc, ça a dû être intense jusqu'au bout. Franchement, ça a dû être un très, très beau tournoi. Regardons un petit peu les résultats de la L2. Alors, c'est que l'aller. Donc, tout le monde n'a pas joué tout le monde, hein, de mémoire. Là, par contre, on a eu des maxi scores, hein. Là, ça a capé parce que ça cape à 120. Les poètes qui capent 2 fois. Seven Mers qui capent une fois, mais derrière qui se prennent la sauce en ronde 4. C'est intéressant. Et les poètes qui capent 2 fois, mais qui font un 60, hein. Qui font un 60, donc contre quoi 60, c'est quoi? C'est 180. Non, c'est 160, donc c'est 80 la médiane. Donc ils se font à 60 à 100. Donc les monks qui en fait euh, qui arrachent les poètes, mais qui sur l'ensemble sont à 8 points derrière, en fait. Donc en fait c'est les poètes qui gagnent, mais tout le monde n'a pas joué tout le monde. Donc si ça se trouve, les sectes, il leur reste à jouer des équipes qui vont caper. Et en fait, il est possible qu'en fait les sectes soient meilleurs au global parce que tout le monde n'a pas encore joué tout le monde. Donc c'est très intéressant, hein. En tout cas, aucune équipe n'a démérité. On voit là quand même, je ne sais pas si vous comparez à la L3, on voit qu'il y a un réel écart entre le top et le bottom. En L3, il n'y avait pas un écart immense entre le top et le bottom. Là, il y a quand même un écart qui est vraiment massif, hein. Plus de 200 points d'écart, hein. Donc c'est vraiment beaucoup, même s'ils ont 2 joueurs en plus, hein. Donc il y a mathématiquement, il y a, je vais faire des maths en live, je vais faire une connerie, mais pour moi, il y a 33% de scoring en plus. Oh, je suis sûr que j'ai fait de la merde. Est-ce que c'est le bon? Il y a un tiers de scoring en plus, oui, c'est ça. Donc a priori, mes maths sont bonnes. Donc ouais, la L2, elle est beaucoup plus hétérogène que la L3, hein. Ce que dit Val Jagger, hein. Bulot ronde 4 ont sorti la sauce. Bulot ronde 4. Ah oui, les Bulots, ils ont eu des journées difficiles, mais au ronde 4, ils ont tout sorti et ils gagnent leur ronde contre les Goublins, a priori, si je lis bien le tableau. Et ça a dû leur faire du bien au Bulot de gagner de gagner un match. C'est dur c'est plutôt dur de finir à 5 défaites. D'ailleurs, je crois que les Goublins finissent à 5 défaites. Mais au global, ils prennent des défaites moins sévères que les Bulots. Et après, c'est pareil, les Bulots, si ça se trouve, ils ont affronté que des grosses teams. Genre, par exemple, ils se prennent 120 contre les Poètes, qui a priori étaient énervés, et ils prennent 120 contre les Seven Mers, qui n'ont pas démérité non plus, hein. Mais bon, là, si on regarde les scorings, on voit quand même un duo de tête qui se détache. Et après, on a un écart de 65 points. 65 points, c'est beaucoup à rattraper, hein. Surtout que c'est pas aller-retour, hein, c'est que derrière, il leur reste 2 matchs et ensuite, c'est les poules. Mais alors, les poules, je crois que ça split en 2. Donc, grosso modo, splitté en 2, il va y avoir de la guerre entre les Seven Marks et les Compensators sur les 2 derniers matchs. Mais sinon, le reste, c'est déjà plus ou moins splitté, hein. Ça va être très, très compliqué. Bah, c'est impossible, je dirais, que les lutins ou ce qu'il y a en dessous, ça repasse en poule haute. Et les poètes et les sectes, enfin, même Hermine, il pourrait, s'il y a un miracle, redescendre. Enfin, s'il y a un miracle pour les deux teams d'en dessous, il pourrait redescendre. Mais grosso modo, les 2 premières équipes sont pas en danger de descendre. Et les 3 dernières équipes, malheureusement, ne seront pas dans la poule haute. Si j'ai bien suivi comment se joue
comment se joue la L2 à 8 équipes. Merci Harpey pour le sub, merci beaucoup. Donc, finalement, une L2 très hétérogène. Et si ça se trouve, en fait, là, vous avez des équipes, les Bulots, les Goublins, qui sont peut-être moins bonnes que les tops équipes côté L3. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça va s'équilibrer au fur et à mesure avec les up and down. Ça va s'équilibrer au fur et à mesure des années. Puisqu'il y a des gens qui vont descendre et des gens qui vont monter. Les Bulots ont un excellent état d'esprit, ils se sont battus pour chaque point. Vrai gros bravo à eux. Grave. C'est pas parce qu'on est dernier qu'on n'a pas démérité. Hein. Faut attention. Hein. Ne vous détrompez pas. Les scores racontent une partie de ce qui s'est passé, mais ça raconte jamais la totalité du tournoi. Et puis de toute façon, malheureusement, dans une compétition, il y a un gagnant et un perdant. Et le perdant, en général, il démérite pas. Hein. Attends le mercato. Ça me fait toujours rire qu'on ait un mercato dans AOS, c'est très drôle. Mais très intéressant en tout cas. En fait, il y a un monde. Pour moi, si les Monks ont mis 100 à 60 au poète, alors, encore une fois, il peut y avoir eu des problèmes dans le pairing. Hein. Ça ne veut pas dire que les sectes, s'ils refaisaient le match, les sectes regagneraient. Mais j'ai tendance à donner un petit avantage aux sectes of Monk pour la suite, même s'ils sont 8 points derrière au global. Parce que gagner le face-to-face, ça veut quand même dire quelque chose. Ils ont perdu aucun match. Et en plus, ils n'ont peut-être pas joué les équipes les plus faibles. Par exemple, les poètes, ils mettent 120 au lutin, ils mettent 120 au bulot. Est-ce que les sectes, ils ont joué les lutins et les bulots? Donc, en ronde 1, les sectes, ils jouent Hermine. En ronde 2, ils jouent poète. En ronde 3, ils jouent compensator. En ronde 4, ils jouent les Seven Mercs. Et en ronde 5, ils jouent les lutins. Donc, ils ont quand même mis 112 au lutin. Donc, à 8 points de caper les lutins, là où les poètes ont capé. Mais ils n'ont pas joué les bulots encore. Alors, ça ne veut pas dire, hein, mais en général, ils vont peut-être caper les bulots. Alors que les poètes, il leur reste. Les poètes, est-ce qu'ils ont déjà joué les bulots et les lutins? Est-ce qu'ils ont joué les goublins, les poètes? Oui, ils ont joué les goublins. Donc en fait, vous voyez que les poètes, ils ont joué les 3 dernières teams. Alors que les sectes, ils n'ont pas joué les bulots. Il nous reste les Hermines et les Seven mercenaires. Les Hermines, donc il leur reste, les poètes, il leur reste quand même une grosse équipe. Hein. Il leur reste 3e et 4e. Donc j'aurais tendance à jouer. Les sectes ont joué ni les goublins ni les bulots. Donc vous voyez, les sectes, ils n'ont pas joué les 2 dernières teams. Et les poètes, ils n'ont pas joué les teams 3 et 4. Donc il y a fort à parier que les sectes finissent la phase pré-pool premier. Après, dans les poules, tout peut arriver. Hein. Mais c'est pour ça que vous voyez ça, ça donne une indication. Mais on voit aussi, vous voyez ça, ça donne une indication. Mais on voit aussi que en termes de qui a joué qui, les sectes, il leur reste Goublin Bulot et les poètes, il leur reste Hermine et Seven Mercs. C'est là où aussi, c'est normal, on ne peut pas faire autrement, mais le fait d'avoir 2 dates éloignées, ça peut permettre aux Goublins et aux Bulots de remonter, éventuellement sur un meilleur patch pour eux, ou parce que là, ils avaient une mauvaise lecture de la méta, ils ont ramené des mauvaises listes, ou ils ne sont pas s'entraîner, etc. Et en fait, grosso modo, là, avoir l'avantage, gagner de l'avantage sur une première ronde, ça sera toujours value, parce que, en fait, rien ne vous dit que, si ça se trouve, les Goublins et les Bulots, ils vont monter en puissance de fou, ou ils vont tomber dans une méta qu'ils aiment bien, ou il va y avoir un patch qui va les avantager. Et du coup, les sectes, ils auront affronté les Goublins et les Bulots lorsqu'ils sont meilleurs, et les poètes les auront affrontés au moment où ils sont un peu moins bons. Donc en fait, c'est intéressant. Maintenant, je pense quand même que les sectes, ils ont une grosse carte à jouer. Mais bon, faut se méfier. Hein. Les poètes, s'ils ont fini premier, même en perdant la ronde, c'est que c'est un gros client. Hein. Le reste de l'avance, c'était volontaire. Oui, c'est souvent le cas. On aime bien laisser de l'avance aux gens. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas, dans une ronde à 8 où tout le monde s'affronte pas, on peut pas vraiment déduire qui est la meilleure équipe.
Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a un duo de tête qui se dégage et qu'on a quand même un bottom side, un trio de bottom side qui risque qui sera quasiment sûr dans la poule 2. Le même raisonnement marche aussi dans l'autre sens. Oui, Simon, mais vu que les poètes, ils ont capé, si les gobelins et les bulots deviennent moins bons, bah les monks, ils peuvent pas faire plus que caper, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, oui, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Et c'est juste pour expliquer que, bah, de toute façon, il n'y avait pas de choix pour la SFF. On ne pouvait pas faire mieux. Hein. On peut pas faire un tournoi. Il aurait fallu faire un tournoi à 7 rondes. Bah, on ne peut pas faire un tournoi à 7 rondes en 2 jours. Hein. Ça ne marche pas. Enfin, faut être motivé, quoi. Donc, il y a pas de débat. Hein. Chacun a fait au mieux et chacun a accepté les conditions. Les équipes ont été tirées au hasard. Enfin, les pairings ont été tirés au hasard. Le hasard a fait ça comme ça. Maintenant, c'est aux Monks de montrer qu'ils valent leur pesant d'or en se démerdant au match retour pour faire le boulot, quoi. Et puis, de toute façon, c'est pas hyper important parce qu'ensuite, c'est des poules. Et de toute façon, les poètes et les monks, ils sont sûrs de passer poule 1. Il n'y a pas un monde où ils sont pas poule 1. Donc, c'est pas très important. Et le trio bottom, ils sont quasiment sûrs d'être poule 2. Si j'ai bien compris les poules, ce qui est peut-être complètement faux. Attendez, je réponds juste à un truc. Euh, On va regarder vite fait les listes des poètes et des sectes of monks. Parce que je trouve le système de match aller puis poule haute, poule bas, c'est très bien pensé. Ça permet aussi aux équipes moins fortes de ne pas se faire caper 2 fois d'affilée par des équipes construites pour la L1. Ouais, je suis d'accord. J'ai aucun reproche envers le système. Hein. Je vous explique juste ce qui peut se passer, mais j'ai pas de reproche envers le système. Hein. Moi, j'aime beaucoup le système de pool, hein. Le système de match into pool, j'aime bien. Voire pool in. Enfin, il y a plein de manières de faire un tournoi. Il y a énormément de manières de faire un tournoi. Et pour moi, la ronde suisse, c'est la pire manière, c'est la manière la plus simple et la moins réfléchie, et c'est une des manières que j'aime le moins de jouer un tournoi sur la ronde suisse. J'aime vraiment pas ça. Je pense qu'il y a plein d'autres manières hyper hype de jouer un tournoi, et le fait de finir, moi j'aime beaucoup pool puis bracket, ou ronde suisse puis bracket. Est-ce que je sais pas s'il y a des gens qui sont familiers il doit y avoir dans le chat qui voit un peu le système de League of Legends sur les Worlds, sur ce qu'ils font. Euh, j'ai trouvé les systèmes. En fait, alors nous on n'y est pas encore, mais c'est pour faire monter la hype sur les équipes. Le système de League of Legends des Worlds, je trouve génial. Grosso modo, ce qu'ils font, c'est que ils ont une ronde suisse au début. Et donc, comme nous, on a, hein, c'est-à-dire que tous les 1-0 se jouent, tous les 0-1 se jouent. Par contre, c'est aléatoire dedans. Il n'y a pas de deuxième scoring, ce qui est mieux. On pourra en débattre longtemps, mais ce qui est mieux. En fait, pour sortir de la ronde suisse, pour monter en bracket, il faut faire 3 victoires. OK. Et par contre, si vous faites 3 défaites, vous êtes éliminé du tournoi. Donc en fait, vous allez évoluer dans vos 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, etc. Et dès que vous avez 3 victoires, vous savez que vous êtes en bracket. Et dès que vous avez 3 défaites, bah, vous êtes sorti du tournoi. Alors effectivement, c'est pas applicable directement à AOS, parce qu'à AOS, quand on fait venir des équipes, on leur garantit que tout le monde a autant de matchs. Et c'est normal, parce que on paye pour venir, on prend des jours, on s'entraîne. On va pas dire au bout de 3 matchs, bah non, mais désolé les gars, vous jouez pas. Mais on pourrait imaginer que ça permet juste de faire un winner bracket et un loser bracket. Et dès qu'on a ça, ensuite, on peut jouer les brackets. Mais bon, il faudrait le faire en plusieurs fois, vous voyez. Mais on n'est pas pro, contrairement à LoL où il y a des enjeux financiers. Oui, oui, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro ou non. C'est une manière de hyper les choses et d'avoir des grosses équipes qui se rencontrent vite, voire plusieurs fois. Ce qui est intéressant, en fait. C'est plus intéressant plutôt que d'avoir des matchs où les grosses équipes roulent sur les petites. C'est ni intéressant pour les grosses équipes, ni pour les petites, en fait. Donc, j'aime bien ce système qui peut permettre de faire ça. Maintenant, bien sûr qu'il faudrait le repenser complètement, l'adapter, parce que lorsque tu fais déplacer une équipe pour un week-end, il faut leur garantir qu'ils jouent 5 matchs, c'est bien normal.
Je dis ça pour le fait d'assurer 5 games par équipe au week-end et de ne pas sortir d'équipe du tournoi. Tout à fait. Tu as entièrement raison. Ça peut pas être adapté directement. Mais je parlais juste du fait qu'il y a plein de systèmes qui existent. Je parlais de celui-là parce que moi, je suis pas mal les Worlds de LoL. Enfin, pas que les Worlds, mais les compétitions de LoL. Et j'ai trouvé le système très cool parce que même pour le viewership, c'est très sympa comme système. Maintenant, les systèmes de AOS ont tendance à se caler sur les Worlds d'AOS. Les Worlds d'AOS ont changé cette année. Je ne sais pas si vous avez eu l'info ou pas, mais grosso modo, cette année, les Worlds d'AOS vont suivre ce que 40K a fait l'année dernière, plus ou moins, c'est que ça sera à la win d'équipe. C'est-à-dire que avant, c'était le cumul des points, ce qui veut dire que vous pouviez avoir des équipes qui ne rencontrent jamais de grosses équipes et qui finissent avec un score plutôt correct, voire dans le top 5. Et alors que vous pouvez avoir des équipes qui rencontrent toutes les meilleures équipes et derrière, à la fin, qui se retrouvent avec un score inférieur parce que bah, tu finis ta ronde contre la meilleure équipe, vous voyez. Et donc là, on passe sur du win-lose. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est pas encore parfait, hein, parce qu'il y a plein de systèmes qui sont perfectibles. Et il y a des choses, j'ai été déçu qu'il n'y ait pas eu de draw entre 75 et 85, comme le faisait 40K. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette mécanique de on doit au moins gagner de 6 points la ronde pour la gagner. Il n'y en a pas encore sur AOS, on verra si ça évolue vers ça. Mais tout ça pour vous dire que les systèmes évoluent et qu'on a tendance à suivre ce qui se passe sur les Worlds, ce qui est pas forcément un mal, hein. On s'adapte un peu à. Le fait que les Worlds dictent un peu ça, ce n'est pas dramatique, ça permet d'avoir quelque chose de global au niveau du monde et c'est pas un mal. Je suis de l'équipe des Bulots et ce fut mon premier tournoi et je commence tout juste le hobby, mais ce fut un super week-end malgré notre maigre score. Salut d'ordinateur, mais on s'en fout du score. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Et c'est ça la seule métrique importante. Surtout quand tu commences le hobby, hein. Si tu as passé un bon week-end, si ça t'a donné envie de faire du tournoi, ben c'est gagné. Tu as gagné ton week-end. Et c'est juste ça qui est important. On est tous, tout le monde, on est tous passés par des week-ends à perdre, mais c'est pas grave. On perd parce que bah, on a moins d'entraînement, parce qu'on est nouveau, parce qu'on a eu des mauvais match-up. Surtout en équipe, c'est très punitif. Si jamais vous avez quelqu'un qui sait très bien faire des pairings en face de vous et que vous savez pas trop, ben, en fait, vous pouvez vite vous faire écraser parce que vous allez tomber sur pas le bon scénar, vous allez tomber sur pas le bon match-up, ce genre de choses. Donc en fait, l'équipe, c'est encore plus punitif que le solo. L'important, c'est de s'amuser, de le prendre comme. Si c'est ça que vous cherchez, de le prendre comme une occasion de s'entraîner et de progresser. Si c'est juste pour vous amuser, bah, amusez-vous. C'est le principal. Et derrière, bah, si vous êtes amusé, bah, c'est une win, quoi. J'ai fait une team de 40K avec des poules de 4. Le jour 1, on joue contre tout le monde. Le jour 2, on joue des brackets de win-lose et il y a des prix pour chaque bracket. On était 16 équipes. Ce qui est agréable, c'est que tu joues toujours pour quelque chose. Ouais, ouais, ça c'est par exemple, c'est un format que je trouve très cool. Il y a plein de formats intéressants. Donc, et chaque format a des avantages et des défauts, hein. Il y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait de format parfait. Mais ouais, ça c'est un super exemple de format qui est cool. Je suis des Monks et je tiens encore à saluer la perf de Toff qui est venu pour coacher mais a dû remplacer un joueur. Il a joué avec des béquilles avec une armée qu'il ne connaissait pas, il était magique. Ah, Toff, il régale, il régale. Toff qui a eu un gros souci de santé en début d'année et qui va tout doucement mieux. Donc un immense merci à lui d'être venu en tout cas et d'avoir joué. Chapeau bas. Un immense chapeau bas à Toff. Qui a toujours été d'ailleurs une force dans la communauté. Depuis toujours, depuis que je le connais, depuis que je joue en tournoi, ça a toujours été quelqu'un qui a toujours voulu driver la communauté, toujours amener le meilleur dans la communauté. Donc il continue à le faire, même malade, même un handicapé, il continue à le faire. Et un immense merci à lui, parce que c'est génial ce qu'il fait. Et il nous faut plus de gens comme ça dans la communauté. Salut Jerry Montana, salut Scar. On s'est vu Scar ce week-end, c'était très cool. Oui, un super week-end avec de super rencontres et des personnes gentilles et pédagogues pour nous aider à nous améliorer. Bah parfait. Franchement, trop bien. Trop bien. Ok, ben on va parler un petit peu. Alors, je vais rejeter un œil aux listes des poètes et des monks vite fait. Les Armines qui n'ont pas démérité d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont arrivés troisième, si je ne m'abuse. Toc.
Counter Squad, blablabla. Les Monks qui ont ramené du coup une Night Hunt énervée. Ils ont ramené une Listard Boys qu'on voit beaucoup plus rarement. Donc ils ont dû réussir à la pairer correctement. Parce que pairer correctement, c'est chiant. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Donc bravo à eux. Parce que c'est un challenge de pairer ça. Et a priori, ils s'en sont sortis. Nous avions une Slave to Darkness Bellacore One Drop. Donc ça, c'est vraiment très all-in. On avait Agony, le bon Agony qui jouait Zench, excellent joueur Zench de la scène. Nous avions Kite qui jouait Stormcast avec une liste énervée aussi. Nous avions l'Escroc qui jouait OBR avec la liste classique OBR. Nous avions Rouen qui jouait 12 Ratling. Et nous avions Camille qui jouait Black Knight, Manfred, Soul Black Gravelord. GGAE pour le top 2. Et de toute façon, a priori, il leur reste les équipes les plus faibles à jouer. Donc il est possible qu'ils finissent premiers avant les poules. Donc ça va être un gros challenger pour les poètes. On va aller chercher rapidement. Filks avec une liste Karazai qui ressemble beaucoup à la liste des Monks. Valjagger qui a sorti, qui est dans le chat d'ailleurs. Quand t'as trouvé Sylvanette, t'as bien aimé ta liste? Moi j'aime bien, il y a tous les bons ingrédients. Je sais pas si je jouerais autant de libellules. Mais tout le reste, c'est que des bons ingrédients. Donc après, tu remplis un peu comme tu veux, quoi. Mais ouais, la liste est cool. Hein. MK Atlanta, yes. C'était un super week-end, des sourires à toutes les tables, même dans les grosses games. L'ambiance était très cool, c'est top. Et puis j'ai pu voir Lucas jouer SBG juste à côté de moi. Tu apprends beaucoup dans ces moments-là. Yes, bah grave. Beaucoup de surprises, 90 points marqués. 90 points marqués sur 100. Eh ben putain. 90 points marqués sur 100. Exceptionnel. Hein. C'est beau. Hein. Ensuite, nous avions Brazamer qui est aussi dans le chat, qui jouait également la liste Black Knight. Donc une liste qui ressemble, ou si ce n'est exactement la même. Il avait un compte à régler avec NH. Ensuite, Marzino qui jouait une liste de Korn Blood Warrior. Est-ce qu'elle a bien marché cette liste? Je pense qu'elle a bien marché. Franchement, ça me fait extrêmement peur. Autant de Blood Warrior. Il y a 40, il y a 100 PV de Blood Warrior, save à 3, qui font des mortals quand ils meurent. Il y a les Skull Reaper qui déglinguent tout. Franchement, c'est pas extrêmement fin, mais des fois, il n'y a pas besoin de finesse pour que ça fonctionne. Hein. On avait un joueur Luminette avec Didon Rider, un Sentinelle, Teclis, Windmage, Warden et Toll. Donc, pas étonnant que ça ait bien marché. Tibal qui jouait Slave to Darkness, Bella Corps en garde. Et avec un gros pack de Chaos Warrior imbutable. Les Blood Warrior, mes 2 packs de gloutons renforcés, ils sont passés. Bah oui, ça me surprend pas. Hein. Ça ne me surprend pas. Une liste Séraphon énervée et une liste Dench énervée. Donc, ça ne me surprend guère qu'ils s'en soient bien sortis. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il y a des poètes dans le chat. Le 60 à 100 contre les Monks, vous avez merdé un petit peu sur les pairings parce que c'est sévère quand même comme écart. Hein. Et je trouve que les listes sont bonnes des deux côtés. Soit il y a eu des gros gaps de joueurs sur table, soit vous avez merdé les pairings. Vous avez des briefs là-dessus? Après, les merdes de pairing, ça arrive. Hein. Moi, le premier, j'en fais. Hein, donc, ça peut arriver. L'important, c'est de les reconnaître et puis d'apprendre, quoi. Pairing réalisé sur de mauvais estimés plus gap joueur. Ok. Ouais, les estimés, ça sera l'objet d'un live. D'un gros live.
Oui, j'ai un avis intéressant. D'accord, prend 19-1, moi je perds 11-9 et Fix perd 12-8. Ok. Ah, de toute façon, c'est prévu, hein, Scar. Pairing estimé, tout ça, j'ai plein de choses à dire. Donc, c'est prévu. Des jets défoirés, genre charge double 1, relance double 1. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Fallait jouer doc. Hein. Moi, je loupe jamais une charge en doc. Hein. Vous avez plus 1 à la charge. Vu que tu as sous les yeux, tu peux me dire ce que tu penses de ma liste Ogre. On peut regarder vite fait, ouais. C'est. T'as le même pseudo que sur Twitch? Oui. Après, Ogre, pour rien te cacher, je connais très peu. Hein. Et je trouve qu'ils ont besoin un peu d'aide, les Ogres. Ouais, t'as 2 packs de gloutons, c'est une bonne enclume. T'as les Iron Guts qui sont vraiment pas mauvais. Euh, Sur le papier, j'ai envie de te dire, ça a l'air pas mal, mais pour moi, Ogre, c'est dur en ce moment. Faut qu'il y ait des baisses de points dans des trucs, pas forcément les gloutons, mais un peu autre chose, pour qu'on puisse revoir d'autres trucs. T'as pas de Slaughtermaster. Slaughtermaster, c'est lui qui donne la ward à 5 potentiellement, non? C'est un peu dommage de pas avoir de Slaughtermaster si c'est bien le cas. On veut voir du Bisclo. Bah ouais, carrément. Donc moi, je vais avoir du mal à te dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que je connais vraiment très peu Ogre. J'ai joué une fois contre et j'ai trouvé les gloutons très forts, mais c'était pré-nerf. Post-nerf, je pense que c'est un peu galère et qu'il faut attendre mercredi. On en reparle mercredi d'Ordinator. Mercredi, il y a le Battle Scroll, mercredi ou jeudi, mais la dataset de 40K était mercredi, donc je pense que ça sera mercredi. Et jeudi soir, je fais une analyse complète du Battle Scroll, donc on en reparlera. Le mercredi soir, on fait Eevee Meta avec Yorin et on parlera un petit peu du Battle Scroll s'il est sorti, bien sûr, et de son impact surtout dans la méta d'équipe, parce que c'est un Eevee Meta sur l'équipe. Donc n'hésitez pas à être là mercredi si vous voulez si vous voulez nous voir discuter avec Yorin de la méta équipe et de voir comment elle va évoluer suite au Battle Scroll, et d'être là jeudi soir si vous voulez avoir l'analyse du Battle Scroll, tout simplement. Tu peux jouer full core avec Kragnos sur un double tour, ça reste fort, mais c'est gamble. Wow, je pense que c'est pas assez fort, je pense. Bref, parlons un petit peu du Luxembourg. On voit quelque chose. Donc le Luxembourg, nous y étions avec pas mal. Il y avait pas mal de gens du chat au Luxembourg. Hein. C'était donc en équipe de 5 games. Et du coup, j'y suis allé avec Nine Inch Baguette, l'équipe, le projet que je monte pour jouer à l'international. Et dans l'équipe, nous avions donc Yorin, Romain Houters, que vous avez vu souvent sur la chaîne. Bah, je pense que vous avez vu tous ces gens-là sur la chaîne. Hein. Yorin, Romain Houters, Romain Misterza, Martin et moi. Je pense que vous avez vu tout le monde sur la chaîne. Bah, grosso modo, j'y suis avec cette équipe-là et on s'impose à un score capé de 346. Le score capé maximal est de 375. Ça veut dire qu'on laisse 29 points non cap sur les 5 rondes, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que après on a vraiment eu un tournoi qui s'est déroulé de plus en plus difficile. Grosso modo, la première ronde c'était la plus simple contre la Taverne. Ils étaient très cool et les adversaires étaient très 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 sympas. Donc vraiment des games géniales contre la Taverne. Je crois que d'ailleurs c'est Martin qui a joué contre le Bromike qui est souvent dans le chat aussi. Je sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas GG à lui. Il m'a raconté que en début de partie, le Bromike avait demandé à utiliser la cloque pour s'entraîner et pour jouer dans des conditions de tournoi. Donc ils ont mis la cloque et malheureusement à la fin de partie, le Bromike avait plus de temps sur sa cloque et Martin lui a proposé du coup de continuer quand même à jouer. Le Bromike a dit non, j'ai demandé la cloque et du coup bah, j'assume et je ne joue pas. Donc bravo à lui, extrêmement fair play là-dessus.
Après, il aurait pu jouer aussi. On n'était pas là pour empêcher les gens de jouer. Mais en tout cas, extrêmement fair play à lui de dire bah, j'ai demandé la cloque, donc j'assume. J'ai pas réussi à tenir mon temps. Bravo à lui. Et puis bravo à toute l'équipe de la taverne. C'était une ronde qui était très cool. Bon, tiens, je vais ressortir les listes. Bougez pas. Ne bougez pas, histoire qu'on en parle un petit peu plus. On est entre nous, on a le temps. Je vais vous raconter un peu ma game qui était. On va en parler. Disons que j'ai utilisé toute ma chance sur la première game. J'arrive. Alors les listes, donc je vais sortir nos listes. Hop, et je vais sortir les listes de la taverne. Hop là. Donc pour un petit rappel, on avait Yorin en One Drop, Nagash, Cavalos, la liste qui jouait à Atlanta. Nous avions Mr. Za en Stormcast One Drop, Krondis, la liste immonde qui est sortie à Atlanta. Hein, c'est vraiment, la liste c'est horrible à jouer contre ça. On avait Romain en Bellacore avec The Chosen, 2x3 Vanguard, des Furies des Fell Riders, du Chaos Sorcerer Lord. Nous avions Martin dans une liste Luminette avec Sévirette, Teclis, 20 Sentinelles, 2x5 Dawn Rider, Windmage, D Warden, et moi je jouais ma liste Daughter of Cade. Alors déjà, premier truc, vous allez rire, on commence à regarder dans la voiture, parce que j'ai pas eu le temps du mois de regarder avant, et je savais qu'on avait 5 heures de bagnole, donc c'était pas urgent de bosser avant. Et du coup, dans la voiture, on commence à regarder les scénars, et là, la réalisation, c'est putain, on fait quoi sur 6 et 8 objectifs? On a une liste qui joue correctement sur 6 et 8 objectifs, c'est la liste de Martin, la liste Lumi, qui était un peu une liste de test d'ailleurs. Et sinon, en vrai, nos listes sont pas vraiment faites pour jouer sur 6 et 8 objectifs. Donc j'étais en mode, ah bah c'est bien, on a bien réfléchi au roster, dis donc. Hein. On y va avec un roster avec une seule liste qui peut jouer sur 6 et 8 objectifs, c'est pas mal. Hein. Bon, les autres listes, c'est pas qu'elles peuvent pas jouer, c'est qu'elles sont meilleures sur moins d'objectifs. Donc au final, on s'est débrouillé. Mais c'était assez drôle de dire, ah tiens, intéressant. Deuxième chose, on arrive là-bas et on se rend compte qu'il n'y a pas de forêt. C'est-à-dire que les décors obscurants, c'était des décors infranchissables assez grands. Du coup, on ne pouvait pas se mettre dedans. Et vous savez, vous et moi, que si on ne peut pas se mettre dedans, c'est très facile de choper une ligne de vue sur quoi que ce soit. Donc, les listes qui étaient très sensibles au tir, comme la mienne, il y a un vrai delta entre est-ce que je tombe sur une liste de tir ou est-ce que je tombe sur une liste sans tir. Parce qu'il n'y a pas de forêt, en fait, sur table. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. On s'en est rendu compte. Mais aussi, ça veut dire qu'on avait des listes de tir qui étaient beaucoup plus fortes. La liste de Martin, c'était free pour les sentinelles. Et la liste de Mr. Za, elle était free aussi, parce qu'il n'y a pas de forêt. Donc on avait deux listes qui ont vraiment gagné du fait qu'il n'y ait pas de forêt, et une liste qui subissait un peu plus la mienne, quoi. Mais dans l'absolu, je pense qu'on y a plus gagné que perdu. Mais bon. C'était à noter. Donc on s'est rendu compte de ça en arrivant le matin même, quoi. Bref. Les pairings, c'était... en fait, les pairings à 5, c'est toujours un peu aléatoire de toute façon. Parce qu'une fois que vous avez votre premier match-up, ensuite, il vous reste 3 cartes en main. Donc vous allez en présenter une. Et puis derrière, l'adversaire en présente une. Vous attaquez forcément avec les 2 qui vous restent. Et voilà, c'est fini, quoi. Donc les pairings, tu les fais au scénar à peu près. Et après, t'espères. Là où, sans le vouloir, notre roster était bon, c'est qu'on avait 2 one-drop. Donc, il y a plein de moments où c'était impérial. Tu démarres en one-drop, tu donnes le tour. Il y a plein de situations où donner le tour, c'est vraiment chillax. T'es très bien. Yorin a vraiment l'habitude de le faire. Mr. Za aussi. Donc, grosso modo, le fait de ramener 2 listes one-drop, ça nous a énormément aidé. Après, le fait aussi de ramener des joueurs très chevronnés, d'excellents joueurs, évidemment que ça aide. Hein. Il n'y a pas que les listes qui font que. On va être tout à fait honnête. Je trouvais que ça changeait passablement le jeu, ce choix de jouer sans forêt. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je t'assure que moi, mes 2 dernières games, c'était chaud. On va en parler. Donc, premier match-up, on joue contre la taverne.
Le Bro Mike, on en a déjà parlé. Il est joué contre Martin, joueur extrêmement fair play, qui était énervé contre lui-même de ne pas avoir tenu sa cloque. Mais en tout cas, un joueur très fair play, très très sympa, qui jouait Cruel Boys Kragnos. Taze contre qui j'ai joué et qui était également très sympa. On peut trouver des listes où moi je les ai. Je sais pas si on peut les trouver quelque part ou s'ils les ont filés. Je sais plus, mais si tu veux, Tilk, je pourrais les remettre sur le Discord. Donc moi j'ai joué contre Taze. Je vais vous raconter la game juste après. De ce que je m'en souviens, parce que je vous avoue, quand t'enchaînes 5 games, la première elle est un peu blurry. Le tavernier qui jouait du coup combien de Ratling? Il jouait que 6 Ratling. Pour voir les Skragnos. Ouais, je vais te la remontrer. On avait Grégory qui jouait du coup une liste OBR. Et nous avions une liste Zench Tsangor. Alors, je me souviens plus. Je sais pas si sur ton équipeur, on peut revoir qui a joué contre qui. Oh, je vais pas être logué. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Est-ce que je peux voir sans être logué? Let's play. Alors, les scores ici sont pas bons. Hein. C'est pour ça que le logiciel a fait de la merde pendant tout le tournoi. Mais les pairings sont peut-être bons. Ronde 1. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc on avait notre joueur, on avait Gloin qui a joué dans le Bromike, donc je vais remontrer la liste Kragnos avec sa liste Luminette. Alors j'ai pas les détails de la game, hein, donc je vais pas essayer de vous la raconter, mais du coup comme vous le voyez au résultat, ça s'est bien passé pour nous. On met 14-6. On a, je vois contre Maganyama. Après le Tavernier qui joue contre, c'est David qui joue contre Yorin. Yorin qui met 12-8. Donc ça a dû être une game extrêmement intense parce que Yorin a une liste énervée. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans cette game parce que je pense que Yorin est censé aller chercher plus de points. Mais en tout cas, GG à David qui ramène 8 points à l'équipe contre la liste énervée de Yorin. On a Grégory en OBR qui joue contre Romain. Alors là, évidemment, on était extrêmement heureux de ce match-up. Faut savoir que à mes yeux, Save to Darkness, ça détruit OBR. Donc, en tout cas, ça a été le cas dans ce match-up. Et pour moi, là, tu peux être un bon joueur autant que tu veux. Si le joueur STD, il sait ce qu'il fait en face, c'est très, 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 très compliqué. Donc, pas très étonnant. Et on avait Baptiste qui a joué contre Mister Za en Stormcast qui met 18-2. Il y a trop de dégâts en Stormcast. Hein. La liste, elle est énervée. Il y a trop de dégâts. Donc pas de souci. Enfin, pas de souci pour nous. Et puis, bon, voilà. Et donc, dans la game Bok contre Daughters of Cain, j'ai vraiment eu les dés avec moi. Genre, premier tour, je passe T5 Mind Razor sur un pack de Blood Sister que j'envoie en missile dans 20 Bestigor. Donc je passe tout sur des Blood Sister. J'envoie Morati devant, j'envoie des Shadow Stalker derrière, vu que je sais que j'y vais. Sur table, il n'y avait pas tout. Hein. Sur table, il n'y avait pas les Bestigor. Il y avait un seul pack de Bestigor, il n'y avait pas les Bulgor et pas les Santigor. Pas le Shaman. Grosso modo, il n'y avait pas grand-chose sur table. Donc moi, je vois que j'arrive à lancer mes sorts, que ma prière, elle passe. Du coup, j'envoie mon pack de Blood Sister dans les 20 Bestigor. Et je me dis, bon, je vais double activer pour être safe. Et en fait, en une active, je fais 50 dégâts dans le pack. Donc, le pack est éclaté. Et dans la deuxième active, je bouge et j'ai détruit la pierre des hardes, tour 1. Donc, déjà, alors, la pierre des hardes contre Daughter of Cain, c'est moins important que contre beaucoup d'autres armées parce que j'ai pas une bonne save. Mais quand même, ça reste important. Et derrière, il me semble qu'il prend le tour, ce qui est normal, et il fait tout et il loupe sa première charge avec les centaures. Non, je crois que les centaures étaient sur table. Et du coup, il les bouge, il loupe sa première charge.
Il doit utiliser le pouvoir pour transformer un dé. Du coup, il loupe sa deuxième charge, il la relance. Euh, je crois qu'il loupe. Grosso modo, il a 3 charges, une avec des Centigores, une avec des Bestigors et une avec des Boulgors. J'avais fait un deploy pour m'éloigner des Boulgors. Et du coup, il loupe sa charge des Boulgors. Les Boulgors qui sont dans la sauce tout seuls. Les Bestigors et les Centigores qui arrivent à charger mais qui se font strike last. Donc j'arrive à écrémer pas mal de Bestigors. Il me tue pas tant de Blood Sister. Et du coup, derrière, il est dans la sauce parce que j'envoie Morazzi dans les Boulgors. Derrière, je clean les besties, je clean les Centigores. Et il loupe tous ses 4 plus pour ramener des unités. Il loupe tous ses 4 plus. Et au moment où il devait impacter, il a loupé une charge. Il a pas eu de réussite. Et du coup, après, c'était fini. Parce qu'après, je prends le tour. Moratti, elle peut gérer les Boulgors. D'ailleurs, Moratti a été honteuse sur les Boulgors. Avec Moratti, je charge les 6 Bulgors et le perso. Et je me dis, en fait, si les Boulgors n'ont pas la charge à 3d6, ben, ils sont inutiles. C'est pas qu'ils sont inutiles, mais la proba qui me fasse des trucs, elle est très faible. Donc, je mets tout dans le perso, sauf 4 attaques de Heartrender que je mets dans les Boulgors. J'étais en Mind Razor. Bah, je tue 4 Boulgors avec les 4 attaques. Il y a tout qui passe. Bon, bah, ça fait 4 Boulgors morts. Et derrière les 2 Boulgors, il n'arrive pas à me faire des PV dans Moratti, quoi. C'était terrible. C'était terrible. Tous les G étaient pour moi, aucun G pour lui. La game a été terrible. Tant que j'aurai le 3 ce week-end qui découvre le jeu en équipe et le compétitif en général, je suis halluciné par les 20-0. Le mieux que j'arrive à rentrer dans les parties où je suis très à l'aise en avance, c'est un 18-2. C'est pas impossible de faire un 20-0. Ça dépend du scoring en fait. Scoring à OSFF, c'est 4 points d'écart. Là, c'est des tranches de 4 points. Au Luxembourg, c'était des tranches de 3 points. Donc ça va plus vite quand même. Et le 20-0, ça reste compliqué en tranche de 4 pour tout le monde, Azel. Je suis le tavernier, salut le tavernier. Superbe game, j'avais bien préparé le match-up. J'aurais pu faire soit un draw facile, mais vu les deux 20-0 qu'on s'est pris, j'ai voulu tenter d'en gagner une pour la taverne. D'accord. Oui, bon, c'est pas un mauvais plan d'essayer de gagner. Hein. Merci Yoann pour la game. Bon, en tout cas, c'est pouvoir draw Yorin qui a énormément bossé la game, qui a énormément bossé son armée. C'est un très bon résultat. Hein. Franchement, en tout cas, moi j'ai eu une game très cool. Yann qui a. Les dés lui ont chié dessus, vraiment, hein, là on peut le dire. Et qui a pas perdu son sens de l'humour. Bravo à lui. Ça veut pas dire que si les dés étaient plus équilibrés, j'aurais pas pu gagner le match. Mais je l'aurais jamais écrasé comme ça le match. Et d'ailleurs, je crois qu'il a joué contre Evans, qui jouait la même liste que moi. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Grosso modo, il a ramené 20-0. Moi, je sais pas comment Evans a joué, mais comme vous voyez, c'est bon. Le problème de Bog, je trouve, c'est que c'est assez dépendant de jet de dés à des moments précis. Et si, par exemple, si vos charges passent pas au moment où vous avez besoin qu'elles chargent, alors vous avez beaucoup d'aide, hein, mais si malgré tout ça passe pas, vous êtes dans la sauce. Je suis assez fier. Bah, tu peux. Hein. Merci Scar pour le sub. 6 mois de tiers 1, Scar. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est pas fait pour faire leur joie, mais les 4 plus pour les aptitudes, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ça. Les armées top tier sont les armées avec le moins de variance. Alors, je pense pas qu'on puisse dire que NH, c'est l'armée qui a le moins de variance. Alors, si on met tout le monde avec une grosse variance, on en met aucune, je ferai 4 plus frustrant d'un côté ou de l'autre. Ça dépend. Spiegel. Moi, j'ai aucun problème avec tous les jets de dés tant qu'on peut réagir ensuite. Par exemple, les jets de dés en Europhase, tu peux adapter ton game plan. J'aime pas du tout les jets de dés en combat phase pour donner strike first ou strike class parce qu'une fois que t'es dedans, bah t'es dedans, quoi. Tu peux pas adapter ton gameplay. Donc, je trouve qu'il y a des 4 plus où c'est complètement OK, des 4 plus qui sont un peu plus frustrants. Et après, en termes d'équilibrage, bah, l'équilibrage va venir au fur et à mesure, hein, Spiegel. C'est déjà mieux. Là, on espère avec le patch que ça soit beaucoup mieux. Merci à tous, c'était vraiment très chouette. Ouais, c'était très cool. Franchement, c'est toujours des super moments. Donc voilà pour la taverne. C'était des games très très bien. Ensuite, en deuxième équipe, nous jouons contre Hammer Child EV. Donc, toc. Je vais réouvrir les listes de Hammer Child. Donc, première équipe allemande que nous jouons. Donc, ils avaient de nouveau une liste Beast of Chaos, un peu différente.
Parce qu'il y avait des dragons ogres. Ils avaient une liste Cron 10 avec des Paladors, des Long Strike, donc c'était une 2-drop. Ils avaient une liste de Gloomspite avec 12 Trogot, 2 x 20 Heurdes. Ils avaient une liste Catacross avec 30 Death Rider, Mortec Guard sous Mason Cohort. Et ils avaient une liste incroyable avec 6 balistes, 20 sentinelles, 20 warden, 1 caligrave et 2 spirits. Alors, les pairings. Hop, tof, pic, pouf. Moi, on en parlera après. Donc, on a Romain en STD qui a joué contre David. Juste aller voir, David, c'était le joueur Beast of Chaos. Et je pense qu'effectivement, le match-up est clairement pour Slave to Darkness. Parce que Be'lakor, c'est trop fort là-dedans, je pense. Et puis c'est en papier, ça tape pas si fort sur de la bonne save. Donc, et puis surtout, tu charges et si jamais il y a le Strike Force de Be'lakor, t'es mort en fait. Donc, c'est très très dur pour cette liste de jouer dans Slave to Darkness, dans Be'lakor. Ce qui se reflète au niveau du scoring. Ensuite, nous avons Max qui a joué contre Yorin. Max, c'était le joueur Squig. Je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la game, pour rien vous cacher. Mais ça me surprend pas que le match-up ait tourné pour Yorin. Yorin, il a joué Squig pendant si longtemps, même si ça a changé en V4. Et ça reste un peu des mécaniques qu'il connaît. Et le match-up est quand même plutôt travaillé. C'est assez classique comme liste. Donc ça m'étonne pas que Yorin ait pu prendre le dessus. Et ramener 19 points. On a Mister Zach qui met un 20-0 au baliste. Alors, c'était malgré ce que le score veut bien entendre, c'est très, très, très tendu comme match. Parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est que Mister Zach il pose tout son one-drop Stormcast. Derrière, le joueur Nicolas, il pose ses balistes pour être à portée de tir T1, mais la portée de tir, c'est 30. Donc il se pose hyper loin. Et du coup, Mister Zai il prend le tour et il envoie tout et il tire trop fort en fait dans les Warden. Du coup, il one-tap les Warden avec, je crois, avec les long strikes. Et derrière, il a des charges très longues pour aller choper les balistes et les sentinelles. Et il réussit ses 2 charges très longues de Palador. Et du coup, après là, c'est fin de partie. Il y a plus de Warden. T1, il kill les Warden, les sentinelles, il engage toutes les balistes. Grosso modo, il y a les 2 spirits qui peuvent jouer, quoi. Donc c'est fin de partie, c'est 20-0. Mais ça pouvait très vite dégénérer dans l'autre sens. Ça, c'est l'interaction des 2 listes, c'est assez con comme interaction. C'est vraiment dans un sens ou dans l'autre. Je demande d'avoir votre liste STD. Oui. La liste STD, c'est. Mais c'est la liste. Elle va pas te servir à grand chose vu que c'est pré-Battle Tom. Donc malheureusement, elle va pas te servir à grand chose. Elle a changé maintenant. Merci Dorinator pour le Prime, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Gloin qui perd 14-6 contre Eric. Toc, toc, toc. Eric, c'était le joueur Stormcast. Je ne sais pas ce qui se passe dans la game, mais ça ne me surprend pas. C'est une liste qui est pas forcément simple à gérer de toute façon. J'avais un tremplin sur un Purple Sun. Mais lui, j'ai talenté une charge à 12 et à 9. C'est ça. C'est ça le vrai talent, c'est de faire tes charges à 12 et à 9. Vous avez changé quoi dans la liste par rapport à quoi, Shura? Mais tu confirmeras, Romain, que c'est un match-up de con, les balises contre les Stormcast. Je sais pas ce qui se passe dans la game de Martin. Après, la liste est énervée, donc ça m'étonne pas qu'il puisse perdre 14-6 contre cette liste. Et du coup, moi, dans mon match-up, je fais 16-4 contre OBR. Match-up de gros débile, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était volontaire. Doc, c'est très bon dans OBR de base. Et nous étions sur Star Strike. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait Moratti sur un objectif? C'est pas mauvais.
le highlight de la game, c'est, je crois, tour 3. Je passe Mind Razor et le buff de la prière T5 sur Moratti. Et Moratti, elle charge dans 10 Cavalos et elle one-tap le pack. Grosso modo, elle lui fait faire 54 wards au pack. Allez, bonjour, au revoir, on remballe. Ah bah ça tape. Hein. Ça tape, Moratti full buff. Mais ouais, c'est très dur de jouer dans Doc et encore plus sur Star Strike pour Aubert. Et il a fait une petite erreur, c'est qu'il a envoyé un pack faire Take the Flanks. Et du coup, moi, je suis resté complètement de l'autre côté. Du coup, j'ai pu jouer avec un pack de... Il y avait un pack de moins de Death Rider sur la map, pour moi, entre guillemets. Je m'en suis occupé plus tard. Donc ça, c'est une petite erreur macro de sa part, qui lui coûte cher. Il a dit de la sortie de Battle Tom. Je sais pas du tout, Shura. Pour l'instant, on a joué pré-Battle Tom. Donc, salut Dadris. Donc de base, je suis censé être gagnant sur le match-up. Et en plus, il a fait une erreur de macro. Et en plus, c'est Star Strike. Donc pas très étonnant. Mais en tout cas, très sympa Giuseppe. Très très sympa. En troisième, nous avons joué une équipe tchèque. Donc, c'était AOSCZ2. Alors, il y avait une liste Soulblight avec Vordrai, 20 Blood Knight, un Palanquin, des loups, des Felbat. Il y avait... On va regarder, on va faire ça par pairing. Hein. On est déchiré dans ma team sur la puissance des Nighttones. Je les joue, je vais pas dire que c'est pas fort. Pour moi, c'est dans le top de la méta. Il y a des contres. Mais c'est si frustrant à affronter la 4+. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a aucun débat là-dessus. Tiens, on en parlait avec Mister Z. Mister Z a un avis sur la 4+ éthérée. Je suis sûr que tu peux le donner, ton avis, Mister Z, sur la 4+ éthérée. Donc, Mister Z qui fait 11-9 contre Yann Moody. Yann Moody qui jouait... pardon, je suis pas sur le bon. Hop. Qui jouait Cities. Je crois que c'était une des premières fois, si ce n'est la première fois qu'il jouait dans un Cities de ce type. Et ça a été galère. C'était sur Battle for the Pass, je crois. Donc 4 objectifs. Et en fait, bah ouais, je crois qu'à un moment, il a mis toutes ses long strikes, tous ses crossbows et des paladors, et il n'a pas tué 2 fusillés. 2 fusillés. Ah, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Le Philnopain à 5 sur une full armée, c'est pas un souci. Mais en fait, le truc, c'est que le Nighthaunt, il a la 4+ et le Philnopain à 5. Pas sur toute l'armée, mais sur l'unité qui va prendre les dégâts. En général, t'as pas les dégâts d'en mettre beaucoup sur plusieurs unités. Donc, vous avez 4+ plus Philnopain à 5. Donc oui, c'est un souci, oui. Sur Nurgle, c'est compensé par le fait que Nurgle est très lent d'une manière générale, que les points sont chers. Nighthaunt, bah, tout vole, tout bouge de 8 minimum. Après, je trouve que Nighthaunt est très 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 dur à équilibrer. Non, tu connaissais, mais Battle for the Pass, c'est pas simple, il y a vraiment eu de la variance de son côté. Ouais. Ok. Non, mais il y a plein d'adresses. Je suis pas en train de dire que Dayton c'est le seul truc fort. Hein. Je suis en train de dire qu'en ce moment, Dayton c'est un prédateur dans la méta. Et si ta question c'est est-ce que Stormcast est meilleur que Nighthaunt dans la méta, je trouve que Stormcast est meilleur que Nighthaunt dans la méta. Oui. Oui, je trouve que Stormcast est meilleur que Nighthaunt dans la méta. Donc ça, j'ai pas de débat là-dessus. Hein. C'est juste que moi, je peux avoir de la reine -4 avec Moratti. Donc ton Condis en save à 1, bah il fait pas le malin. Hein. Alors que ton Nighthaunt, il te regarde et est en mode lol. Bon, après, le but, c'est pas de stigmatiser des joueurs d'une armée. Jamais. Il faut savoir que les joueurs sont pas responsables de comment les règles sont écrites dans une armée. Donc, ne stigmatisez jamais des joueurs. C'est comme ça. En plus, si vous jouez en compétitif, il faut accepter que si vous venez pour gagner, il faut accepter qu'il y ait des gens qui viennent pour gagner et qui ramènent ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de plus ennuyeux à jouer contre. C'est pas un problème.
si on a un problème avec des choses, bah, il y a une adresse email pour envoyer des emails aux personnes qui écrivent les règles. Un email cordial, bien sûr, qui explique qu'il y a un souci avec cette unité, demander s'il n'y a pas possibilité de faire mieux. Toujours des emails cordiaux, bien sûr. Tout le monde peut se tromper, et eux aussi. Donc, faut pas. Et ils essayent de se corriger, hein. On voit que le jeu va de mieux en mieux. Et j'espère qu'avec le Battle Scroll, il va aller de mieux en mieux. Donc, toujours des emails très cordiaux quand vous interagissez avec qui que ce soit, d'ailleurs, hein. Il y a jamais de raison de s'énerver par email ou ailleurs. Euh, la plupart des gens, en général, ils essayent de faire au mieux. Et puis, juste, il y a des gens qui se trompent, quoi. Mais, euh, mais oui, grosso modo, faut jamais s'en prendre aux joueurs. Les règles sont ce qu'elles sont. Elles vont évoluer dans le bon sens, on espère. Et voilà. J'ai plus rien si Zench est comme ça. Oui, oui, non, mais Simon, il y a déjà de base, j'ai rien contre les joueurs, contre les meta chasers qui changent d'armée. Mais alors, toi, en plus, tu as toujours joué Zench. Et toi, tu joues ce que personne joue en Zench. Donc, bon, difficile de te faire des reproches. NH, c'est équilibré par le fait de vouloir jouer des Drassals qui volent au vent. Un peu. Tellement difficile à équilibrer un jeu en le gardant rentable. Ben, en fait, tu ne veux pas que AOS soit complètement équilibré, ça serait chiant. Mais tu veux que ça soit un peu plus équitable. Et que tu n'aies pas de personnes qui arrivent à un match en se disant c'est impossible de gagner. Mais tu auras toujours une dynamique un peu de pierre-feuille-ciseau dans le jeu, hein, qui feront que tu vas avoir des matchs difficiles et des matchs faciles. Et c'est pas grave, il faut juste le savoir et l'accepter. Et ça va, et il faut aller vers réduire un petit peu certains écarts, grosso modo. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui poncent leur BT sans qu'ils soient top méta, qui arrivent à sublimer leur BT de par leur connaissance et pratique. Oui, tout à fait. Si je dis que il faut jamais reprocher à quelqu'un d'être méta chaser, par contre, on peut louer les efforts de quelqu'un qui essaye de sublimer un Battle Tom qui est en galère. Ça, oui, il n'y a pas de souci. Toujours être positif, quoi, grosso modo. Comment ça, c'est pas joué? Le Fate Skimmer, c'est une bonne alternative à Kairos. Il n'y a pas d'alternative à Kairos, Simon. Il n'y en a pas. Il n'a pas d'égal. Que NH, c'est un échange. Même si c'est tanky de fou, il n'y a pas de tir. Certes, mais il y a plein d'autres armées qui n'ont pas de tir non plus. Mais oui. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. En vrai, quand tu vois 2 catapultes en finale des Worlds, ça fait réfléchir. Bah ouais, c'est cool en vrai. Bref, après cet aparté, on va continuer. Ensuite, nous avions Yorin contre Rochator. Rochator contre Pavel en Flash Eater. Et alors, je ne sais pas ce qu'il fait dans la game, mais a priori, il lui a marché sur la tête. Donc, bravo à Yorin. Ça m'étonne pas, hein, la liste est pas complètement au niveau. Enfin, moi, je trouve que ça manque de goule, mais c'est mon avis. Et pareil, les flayers et le courtier, enfin, je trouve que ça, les flayers, c'est vraiment pas fou. Tu rajoutes un courtier parce que tu es obligé, hein, mais c'est 600 points. Hein. C'est colossal comme investissement. C'est vraiment colossal. Donc, moi, je suis pas fan de la liste. Derrière, on a Romain qui met un 20-0 dans Pesistus. Pesistus qui jouait Nurgle. Ça encore, c'est pas une surprise. Toutes les listes tanky, STD, Doc pareil, hein, normalement. Après, c'est un peu spécifique le match-up Nurgle en Doc. Mais tout ce qui est tanky, STD, ça va lui rouler dessus. Vous avez quasiment rien dans le jeu qui a autant de dégâts bruts que Slave to Darkness. Tu peux pas tanker Slave to Darkness. Surtout que là, c'est pas si tanky. Il n'y avait que 20 Plague Bearers. Derrière, c'est deux grands immondes, le nommé et le non nommé. Ça tank pas tant que ça. Donc ça meurt assez vite en fait, hein, tout ça. Bah, il a la vette, quoi. Yorin avait OBR One Drop Nagash, comme à Atlanta. Glouin qui fait un 10-10 contre un joueur qui jouait beaucoup de squig. Il y avait 60 Hurd, il y avait 40 Hopper, 10 Boonders. Et grosso modo, la game, elle s'est arrêtée tour 3. Et ils ont fini sur un draw parce que, en fait, il n'y avait pas de clock. Mais bon, pour jouer autant de figurines, ça prend du temps.
Et, et du coup, ils ont raté tour 3 parce que ils n'avaient pas le temps de finir la game. Une double Vanguard de Korn, c'est 180 dégâts sur une double activation. Pour 2x6. Oui, peut-être. Après. Donc là, un peu triste de ne pas avoir fini la game là-dessus. Ensuite, il reste moi. Moi, j'ai joué contre Andrzej Tichy, donc qui jouait la liste Soul Blight. La game était très intéressante, mais j'ai eu un moment où il fallait que je fasse une charge à 6, une contre-charge à 6, donc 5 sur les dés avec les sisters, et j'ai réussi. Et à ce moment-là, ça plie la game parce que je lui sors ses Blood Knight à son tour avant qu'il puisse taper avec. Et derrière, il fait un all-in avec Vordry et Dissolve Blood Knight, et il tue pas assez de trucs, et du coup, après, je finis la game. Donc, il y a eu grosso modo une contre-charge qui était belle, qui m'a permis de sortir des Blood Knights sans qu'il tape. Et derrière, il y a eu un all-in tenté qui n'a pas eu assez d'impact de sa part. Donc, c'est plutôt normal. On jouait sur 6 objets, ce qui aurait pu être à son avantage s'il y avait plus de summonable, mais il y en avait très peu. J'ai essayé de jamais tuer les Fellbats, comme ça ils les ramènent pas. Et j'ai tué les loups 2 fois. Donc voilà, on finit encore sur un capping. Donc on finit notre première journée avec 3 cappings. Et c'est la deuxième journée où on affronte les 2 équipes allemandes, les équipes qui ont fini deuxième et troisième, qui est la journée la plus dure pour nous. Donc en round 4, on affronte la team de Colin, qui est un joueur allemand très 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 connu, et Tobias aussi, Philippe aussi. Donc vraiment du très très beau monde. Donc on est ici. Alors, on va reprendre les listes. Ils avaient des listes énervées. Hop. Alors, toc, toc, toc. Trop les listes. Donc, ils avaient une liste de Zench qui est très bonne. C'est Tobias qui l'a piloté. Donc, il l'a piloté plutôt bien normalement. Colin qui a joué Cruel Boys, Monsta Killaz. Une très bonne liste aussi. On avait Mathias qui jouait une liste Night Hunt énervé aussi avec 25 X-Rays, des Blade Guys, tout ça. Nous avions Wolfgang qui jouait une liste Catacross Cavalos et Philippe qui jouait une liste Cities. Ce qu'on a fait dans ce pairing, c'est qu'on a mis Martin sur du 6 objets et on l'a mis contre le Cities, sur 8 objets, pardon. On l'a mis contre du Cities parce qu'on pensait que Cities sur 8 objets, ça allait galérer un petit peu plus. Et de facto, ça s'est plutôt bien passé parce que c'est pas évident de gagner contre Cities. Et il fait un 12-8. Moi, j'ai été un peu le sacrifice parce que j'ai joué sur 8 objets contre Cruel Boys. Donc 8 objets contre Cruel Boys. Cruel Boys qui peut me faire des dégâts aux 2 tours dans Moratti. Il faut que je fasse hyper attention parce qu'il peut téléporte plus Covering Fire ses arbalétriers. Donc en fait, je dois tout le temps couvrir les 2 Moratti. Enfin, c'est un enfer. Mais j'ai réussi à le faire. Mais à chacun de ces tours, il me mettait 3 PV dedans. Donc c'est très compliqué de gérer Moratti quand il y a un tir assez fiable qui ne coûte pas grand-chose, qui met 3 PV dedans. Et puis sur 8 objets, quoi. Donc ça TP partout. Et donc c'est assez complexe. Mais je ramène quand même 6 points. Donc j'étais pas mécontent. Derrière, on a Romain en STD qui prend 15 points contre la liste de Wolfgang. Donc contre la liste Cavalos. Donc encore une fois, Save to Darkness, c'est très bon dans OBR parce que ça a beaucoup de dégâts. Donc c'est pas étonné. Donc ça, on était très contents. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que le premier scénar, c'était 8 objets. Donc on drop nous 2. On sait que c'est des match-ups durs. Mais il y a une chance pour Gloin. Et derrière, on sait que normalement, on a 3 match-ups qui peuvent être positifs parce que c'était sur des scénars assez simples. Par contre, il reste des grosses listes en face. Donc par exemple, Mr. Zack qui tombe contre le Night Hunt, bah, c'est très dur quand même. On a Yorin qui tombe contre Zench et qui lui met 16-4. Donc c'était très bien joué. Tout le monde a fait son boulot, hein, vraiment. Là, j'insiste.
Là, les 5 joueurs ont fait leur boulot. On gagne 55-45 contre la deuxième meilleure équipe du tournoi. Donc, vraiment très, très heureux de ce résultat. Je pense que j'ai manqué un peu de réussite aussi à certains moments, genre Moratti qui arrive pas à faire 4 PV dans le Vulcha. C'était un peu triste parce que je suis sorti son Vulcha, il m'a bien cassé les couilles toute la game parce qu'ensuite il est plus jamais mort. C'était très dur. Et Moratti dans les Monstakilas, bah, c'est dur parce que je peux pas l'envoyer dedans. Sinon, je prends un strike là et je perds mes 3 PV. Donc Moratti ne peut pas gérer les Monstakilas. Donc c'est pas simple. Mais après, les Monstakilas ne peuvent pas trop charger dans les serpents. Donc il y a une vraie dynamique qui est très intéressante sur table. Je pense qu'on pourrait refaire la game et avoir des résultats un peu différents. Voilà la liste. Kragnos, vous avez 5 passes de 5 Monstakilas, un pack renforcé de Ball Boys, une Killbow, un Shaman et un Vulcha. En Forbidden Power. Salut Max. Salut, Super Aaron, Kelgart. La liste elle est vraiment très très bien. Franchement, si vous vous lancez dans Call Boys, jouez cette liste. C'est très tech à jouer. Faut s'entraîner un peu à la cloque parce que vous jouez beaucoup dans la phase adverse, mais c'est exceptionnel. Vous pouvez TP votre pack en phase adverse pour le positionner pour un covering fire. Et franchement, c'est vraiment exceptionnel. À jouer, c'est une dinguerie. C'est vraiment super cool à jouer. Moi, j'ai vu la liste, je suis tombé amoureux de sa liste. Et lui, il m'a dit qu'il voulait jouer ma liste doc. Très cool. Vraiment très très cool. Juste la balise, je suis pas sûr. La balise, c'est trop bien. Il y a tellement de monstres dans la méta, la baliste. Quand tu arrives et que tu fais, oh, je peux faire 12 damage. Non, la baliste, elle est bien en vrai. Après, si tu veux la changer, tu la changes. Il n'y a pas de problème. Adapte, vivez votre vie. Vraiment. Mais honnêtement, la liste est vraiment trop bien. Et en dernière ronde, on joue contre l'équipe qui a fini 3ème. Hop, toc, toc, Kings of Snake Eyes. Donc l'autre équipe allemande. Toc. King of Snake Eyes. Voilà. Donc qui jouait une Stormcast one drop un peu inhabituelle. Il y avait 12 Long Strike, 4 dragons, 1 Vexillor Karazai. Ok. Ensuite, il y avait une liste Skaven, 12 Ratling, 6 Stormfiend, 60 Clanra. Il y avait une liste Kragnos, Boonders, Goba, Herd. Enfin, il y avait 80 Herd. Il y avait une liste Zench et Narvax. Et il y avait une liste OBR Nagash. Comment on a pairé Yorin, il a été pairé, je crois, dans le joueur Gloom de mémoire. Oui, c'est ça. Il a été géré dans le joueur Gloom et il a tué Kragnos tour 1. Donc derrière, c'est plus compliqué, quoi. Donc il met un 18. Mister Za, il jouait dans Dominique. Excusez-moi, qui est le joueur Zench. J'ai vu leur game, ça va être intense. Qui a fait un move Kragnos? Hein? Il aurait pu perdre Nagash T1. Bah, il lui fallait un redeploy à 2. Effectivement, sur un 1, il pouvait perdre Kragnos, il pouvait perdre Nagash T1. Il a fait une erreur de placement. Yorin a fait une erreur de placement, mais heureusement, il a fait son redeploy à 2+, et du coup, il n'a pas été puni. Mais après, le Kragnos, il a parié sa game sur littéralement 16% de chance. Enfin, honnêtement, c'est chaud. Parier sa game sur 16% de chance de réussir. Et en plus, quand tu charges, tu peux toujours faire un 7. Tu fais ton 7, t'es triste. Alors oui, par contre, je suis d'accord avec toi, Romain, que Yorin, il a fait une petite erreur de placement. Parce que ça ne devrait même pas avoir un 16% de chance. Donc Romain qui a joué contre Dot, donc pas évident, mais il s'en est sorti puisqu'il fait 13-7 contre Zench avec sa liste Stormcast. Je crois, il me semble que c'était sur Battle for the Pass. Game Dot était plutôt à sens unique, bon MU positif. Oui, c'est vrai que tu me disais que le MU était positif. Mais c'est toujours cool de voir qu'il y a des trucs qui marchent bien dans Dot. C'est dommage que c'est Stormcast qui est aussi peut-être la deuxième meilleure faction du moment, derrière Dot. J'aurais dû scorer 3 de plus. Ok. On n'en avait pas besoin, mais je note. Peut-être que tu serais redevenu Romain.
Parce qu'il faut savoir que dans l'équipe, on avait 2 joueurs qui s'appelaient Romain. On a Romain Misterza et Romain Houters. Et du coup, pendant tout le week-end, le deal, c'était le joueur qui a le plus de scores, il sera Romain, et le joueur qui a le moins de scores, entre les deux, sera Rome 2. Et du coup, ça s'est un peu battu premier jour, mais jour 2, le problème, c'est que Misterza a eu un match-up très difficile en quatrième game, et Romain Houters prend le large, et du coup, Misterza était Rome 2 pendant tout le jour 2. Hein. Mais c'était bon enfant. Un 3+ qui cut le kill du Lord of Change avec TP et j'ai mal géré un burn. Ok. Non, mais c'est bien, tu vois, on voit qu'il y a, même en gagnant, il y a des axes d'amélioration, donc ça c'est cool en vrai. C'est très cool. Ensuite, moi on en parlera après, il y a Gloin qui fait un 13-7 contre Dario. Dario qui jouait quoi? Pof, pof, pof. Dario qui jouait OBR. Et là, en vrai, GG à Martin, parce que honnêtement, je pense que c'est pas évident du tout de faire un 13-7 contre la liste OBR. Hein, avec une liste assez tech en lui. Donc, gros GG à Martin qui sort son 13-7. Ensuite, pif paf pouf, Romain Houters qui met 17-3 au joueur Stormcast, mais il m'a dit concrètement que ça aurait pu être l'inverse. Grosso modo, là où le joueur Stormcast fait une micro-erreur, c'est qu'au tour 1, il dit heure de gloire sur les Storm Drake Guard. Et du coup, en réponse, Romain, il dit Be'lakor, Storm Drake Guard. Il réfléchit même pas. Be'lakor les dragons. Comme ça, toi, tu bouges pas. Enfin, ils ont bougé, mais ils n'ont pas changé. En plus, derrière, le joueur a repris le double tour. Donc, le Be'lakor a duré 2 tours sur 700 points d'armée. C'est trop, quoi. Par contre, Karazai a bouffé de l'élu. Donc, c'était pas si évident que ça, mais il s'en est sorti. Et du coup, forcément, sur ce genre de match-up, celui qui s'en sort, il va scorer très fort. Donc, c'est normal que ce soit un 17, mais ça aurait très bien pu être un 17 dans l'autre sens. Hello, tu as un petit tableau qui reprend les match-ups favorables ou non des factions les unes contre les autres, sans les scénarios pour avoir une idée des pierres feuilles ciseaux dans la OSV4. C'est dur à dire parce que sans les scénarios, ça a moins de sens et en plus, ça dépend plus des listes que des factions. Après, et je pense que c'est pas une bonne chose de sortir un tableau comme ça parce qu'après, on peut s'en référer aveuglément alors que c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'amener à réfléchir pourquoi telle chose a des clés dans un match-up. C'est plus intéressant d'essayer de développer quelles sont les clés dans un match-up que de dire tout le temps oui, ça a plutôt l'avantage sur ça, tu vois. Mais ça, oui, je vais avoir. De toute façon, je fais des émissions pour les débutants, pas pour les débutants, pour toutes les gens qui veulent progresser. Donc j'en ai fait une il y a une semaine sur le list building et il y en aura sur les estimés, il y en aura sur les pairings. Donc on parlera de tout ça, t'inquiète pas. Mais c'est un vaste sujet. Et moi, je joue dans Skaven, je perds 5-15 contre Skaven, contre Marc, qui était très cool. Un joueur très sympa. Une liste moins sympa. Skaven sur 6 objectifs sans forêt, c'était pas très cool. Je pense qu'il fait une erreur T1 et grosso modo, il me donne 6 ratlings pour prendre 3 PV dans Morati. C'est à peu près ça qui s'est passé. Parce qu'entre le rallye et tout, grosso modo, il me fait pas beaucoup de dégâts et moi derrière, je prends ses ratlings. Par contre, ensuite, moi, il me donne le tour 2 et je fais mon pire tour 2. Je fais n'importe quoi sur mon tour 2. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc, c'est entièrement ma faute. J'aurais pu scorer beaucoup mieux. Grosso modo, tour 2, ce que je peux faire, c'est je peux faire une tactique qui ne commit pas, ou je peux même drop ma tactique et rester un peu en château sans trop m'étaler sur la map. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais 6 the center. Je sais pas pourquoi je fais ça, je fais une connerie. Et du coup, ensuite, en plus, je double ma connerie en essayant quand même de le faire. Que je me rends compte pendant que je déplace mes figues en mouvement que c'est une connerie. Mais du coup, j'insiste quand même pour le faire. Donc, double connerie. Je prends la mauvaise tactique. J'ai le mauvais plan macro pour mon tour 2. Et en plus, quand je me rends compte en milieu de phase de mouvement que c'est une connerie, ben, j'insiste quand même pour faire ma tactique. Du coup, je fais ma tactique, mais derrière, il joue son tour 2. Il me lave un pack de serpent au rattling. Il a le double tour. Il prend le double tour. Il TP son pack pour me laver un autre pack de serpent.
Moratti qui prend ses 3 PV. Derrière, il maste un pack de serpents que les Stormfiend ils impactent et qui tuent. Donc derrière, je démarre mon tour 3 avec. Je crois que je démarre mon tour 3 avec Moratti, 3 Doomfire. euh, Moratti, 3 Doomfire, une Hag Queen et c'est tout, je crois. Et 2 serpents, je crois. Et Moratti a pris 7 PV, a pris 8 PV. Je l'envoie charger dans le pack. Alors, je loupe mon rasoir mental, je loupe la prière T5, donc je lui donne la prière T4 pour au moins qu'il ait le plus un bless. Je l'envoie dans le pack de Stormfiend et j'en laisse un qui me met les 3 PV dans Moratti. Donc, Moratti a pris 11. Initiative, c'est à lui de jouer. Il tue Moratti. Et je démarre mon T4 avec une Hag, 3 Doomfire et quasi c'est tout. Donc j'ai très mal joué mon tour 2. Il me punit très fort. Donc il a eu aussi de la réussite sur les jets de dés, sur le double tour, etc. Mais au final, si j'avais joué mon tour 2 correctement, je finissais pas à 5-15. Après, le match-up est pas évident. Hein. Il y aurait eu des vrais forêts, etc. On peut toujours refaire le match. Mais le fait est que j'ai fait un tour 2 dégueulasse. Donc il n'en tient qu'à moi d'améliorer ça. Salut Romain. Le vrai Romain. On a Romain et Rome 2 dans le chat. Donc voilà. Donc grosso modo, on finit le tournoi bien devant, puisqu'on finit avec 32 points d'avance sur l'équipe allemande, hein, qui n'a pas démérité. Hein. Contre eux, on fait 55-45. Hein. C'était tendu comme match. Et par contre, encore, on voit qu'il y a encore un gap direct entre eux et l'équipe d'en dessous. Il y a aussi environ 30 points d'écart. Et après, il y a un mouchoir de poche. Hein. Là, vous avez 286, 285, 280, 277, 276, 268, 267, 264. Et là, on a un gap. Donc, entre le 10e et le 3e, c'est un mouchoir de poche. Vous voyez qu'entre le 3e, il y a 286 et le 10e, 264, il y a 18 points d'écart. Pardon, il y a 22 points d'écart. C'est rien du tout. Hein. Là, vous avez 7 teams dans 22 points, alors que là, il y a plus de 22 points d'écart et plus de 22 points d'écart. Donc là, on voit qu'en 3e, ça aurait pu vite être une autre équipe. Vous voyez bon. Après, on sait aussi qu'en ronde suisse, c'est assez ingrat. Les scorings sont... En fait, la ronde suisse, c'est OK pour élire la meilleure équipe. Et ensuite, c'est pas toujours bien ordonné parce que vous avez des mécaniques de sous-marinage, etc. Pas volontaires, hein, mais ce genre de mécaniques qui peuvent un peu baiser les scores. Là, je trouve, en tout cas à mes yeux, que les 3 premières équipes sont légitimes. Parce qu'en tout cas, nous, dans ceux qu'on a affrontés, nous, on a affronté les 2e, 3e, 4e et 5e. Ce qui est marrant. Et dans toutes les équipes qu'on a affrontées, je pense que la meilleure, c'était les Allemands, c'était les 2e, et la suivante, c'était le 3e. Donc je trouve que c'était légitime comme classement. Donc ça, c'était cool. Bonsoir, le 2 drop a l'air ultra répandu dans toutes les listes. Tu penses que c'est possible de jouer 3 drops? Oui, oui. J'ai joué Korn 3 drops pendant 5 mois, là. Wham. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Hein. Après, c'est pas ultime, hein, mais moi, j'ai joué Korn 3 drops. Hein. Donc, si, ça se joue, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, Martin, il jouait 3 drops. Hein. Là, tu vois, on a ramené une liste Luminette ici. On est 3 drops. Hein. On a joué avec. Hein. Et d'ailleurs, c'est viré de Godlike. Hein. En toute honnêteté, Martin, il m'a dit, il lui a fallu 3 games de chauffe. Parce que si on regarde les scores de Martin, c'est impressionnant. Parce que faut voir que nos games, elles ont été du plus facile au plus dur. OK. Et Martin, si vous regardez, il est où? Il est là. Si vous regardez ses scores, grosso modo, il a commencé par un 14, ensuite un 6, ensuite un 10, et ensuite sur les 2 games les plus durs, il fait 12 et 13 hein, avec sa liste tech. Donc en fait, grosso modo, ce qu'il m'a dit, c'est que là, sur les 3 premières, il avait mal joué, et grosso modo, il lui a fallu 3 games pour apprendre à jouer correctement la liste, et qu'il l'a bien joué sur les 2 dernières. Et en fait, c'est une liste très tech à jouer, mais honnêtement, il m'a dit c'est virette, c'est God tier. Hein. C'est exceptionnel à jouer. Donc très très stylé de voir ça.
Moi, j'étais convaincu que Sevirette était bon. Et du coup, on en avait parlé ensemble. Et j'étais en mode, bah, franchement, on pense tous les deux qu'il est bon. Go le test dans une liste, non? Et du coup, il a sorti ça. Et en vrai, franchement, très très drôle, hein. Alors attendez, je peux même vous montrer un petit truc. Hop, toc. Je vais vous montrer un truc. Ouais, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. J'arrive. Je télécharge une image. Hop, toc. Est-ce que vous voyez cette image? Regardez ce setup de Endless Spell pour empêcher les charges. Vous voyez ça? C'est pas beau ça? Genre endless, 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 endless. Euh, Dawn Rider, Warden, les sentinelles derrière, Seviat, Teclis. Le décor, Dawn Rider. C'est refermé. Ça, c'est un setup château. Là, pour atteindre les sentinelles ou Teclis, parce qu'en face, il faut voir, vous voyez tout ce qu'il y a en face. Hein. Il y a 60 Herd, il y a 40 Bounder, il y a 40 Hoppers. Donc, il faut bosser. Et bah, faut bosser avec les Endless. Hein. Donc là, on a un superbe château. Hein. Fin de la phase de héros adverse avec les bridges au tour adverse. Donc il a tout setup à son tour, sauf les bridges. Aux phases de héros adverse, il pose les 2 bridges. Donc là, ça, c'est un château où c'est très 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 dur de locker les sentinelles. C'est le but. La photo est très cool. Très très cool de voir ça. Et pour voir aussi qu'on peut également jouer autrement avec les Endless Spells. Et Forbidden Power est très cool. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Pas sûr qu'on ait autre chose à dire. Si, bah c'était très cool. On a rencontré plein de joueurs. C'était très 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 bien. Tous les joueurs étaient extrêmement sympas. Moins de 1 pouce entre les shards et shards décor pour pas de setup de squig. Ouais, c'est ça. Parce que les squiggers sont sur des socles de 25. Donc il faut les empêcher d'être posés. Donc voilà, un tournoi très très bien. Comme d'habitude, hein, on y était déjà allé l'année dernière. Et d'ailleurs, il y en avait d'autres qui étaient déjà allés l'année d'avant. D'ailleurs, Yorin nous faisait la remarque que ça fait 3 fois qu'il gagne le tournoi. Donc, a priori, l'année prochaine, on y retourne et il faut regagner, quoi. Donc, des équipiers qui ont tous fait leur boulot, merci à eux. Et bah, surtout, des joueurs très très cool. Comme le dit Mister Za, top expérience. Et toujours sympa de rencontrer des nouveaux joueurs, bah grave. On a pu se frotter aux équipes allemandes également, ce qui est toujours un plus quand on va à l'international. C'est pas que j'ai pas envie de rencontrer des Français, c'est qu'on se rencontre suffisamment pour vouloir rencontrer d'autres personnes. Il faut voir que nous, on a rencontré allemand, tchèque, allemand et les taverniers qui étaient belges. Donc c'était très cool. Tu as prévu un dos de la cuillère Romain contre Rome 2 pour savoir qui prend officiellement le pseudo de Rome 2. Alors, si jamais un jour on fait une revanche, ça ne sera pas un dos de la cuillère. Le dos de la cuillère, c'est une partie de training. On pourrait imaginer une vraie game pour se battre. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Il y a déjà plein de gens qui font des rapports de bataille hyper bien montés sur YouTube. Je suis pas sûr que ça soit ça la plus-value de la chaîne. La bataille de Rome. C'est vrai, la bataille de Rome. Très beau. J'aime beaucoup. Tu peux voir une méta différente chez les Allemands notamment. Pas tout à fait. On a eu quelques listes qui sortaient du lot, hein, mais la méta était pas si différente. Hein. Après, c'est dur. Hein. Zench est tellement au-dessus. Zench, pas d'auteur, pardon. OBR, Stormcast, Nighthaunt. Tout ça, c'est dur de les enlever. Et du coup, on a vu que dans beaucoup de rosters, il y en avait 2 ou 3 parmi ceux-là. Donc forcément, la méta, elle est un peu, surtout à 5, la méta, elle est un peu plus petite, quoi. Donc bon, je vais le rosser à la L1. Écoute, on verra. Hein. Ah, Romain qui dit, c'est déjà décidé, ça bouge plus, il veut garder son titre de Romain. Il y a un S-tier commun, quelle que soit la nation, en gros.
Oui, oui, bah, ça s'est vu à Atlanta, tout le monde a regardé Atlanta aussi, même ça se savait avant aussi, donc c'est pas vraiment surprenant. Maintenant, on a le Battle Scroll qui arrive dans 2 jours, donc j'espère que ça va être un gros coup là-dedans. Ça va être un gros coup dans tout ça, j'espère. Donc voilà. Bon, je vais pas trop traîner parce que je suis un peu fatigué quand même, mais du coup, déjà un immense merci à tous les gens, qui étaient là. Merci à Godface qui a sub avec un Prime pour 3 mois déjà, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont sub. Merci à tous les gens qui soutiennent la chaîne. J'en ai vu beaucoup au Luxembourg, c'était très cool de vous voir, de vous parler. Donc n'hésitez pas à venir me voir et à me parler, c'est toujours un immense plaisir. On se retrouve mercredi soir pour Heavy Meta avec Yorin. Et s'il y a le Battle Scroll, on en parlera aussi un petit peu avec Yorin et de son impact sur la méta d'équipe. Euh, et sinon, bah, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mercredi. Des bisous, ciao ciao.